Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, on prend la direction de la Flèche. La commune ambitionne d'être un territoire zéro chômeur et pour cela, une entreprise solidaire devrait voir le jour. Rencontre avec Laurine Linet, elle a 22 ans et a été sacrée championne du monde de coiffure. Et l'invité de notre journal ce soir. Il s'agit de Damien Fabre, il est journaliste et vulgarisateur de l'histoire des religions. Le Sartois anime un atelier de laïcité et religion dans un collège à Allonne. Mais pour commencer, Hélène, on prend la direction de La Flèche où un projet d'entreprise solidaire est menacé. Depuis 2019, la ville accueille l'expérimentation Territoire zéro chômeur. C'est une initiative nationale qui permet à des volontaires sans emploi de créer leur entreprise. Alors à La Flèche, elle devait ouvrir au début de l'année prochaine et embaucher une trentaine de chômeurs longue durée. Mais le département a décidé de ne pas soutenir ce projet et c'est une douche froide pour les futurs salariés. Enzo Maubert. Sur les murs de leur future entreprise, les salariés d'Alternataf s'affichent joyeux, souriants. Leur projet est pourtant à l'arrêt. Le conseil départemental, qui devait financer une partie des emplois, a fait machine arrière. Actuellement, pour que l'entreprise fonctionne, il y a un accord, c'est la loi qui le prévoit, une loi de 2016 et 2020, qui prévoit de financer une partie des emplois. Et le décret de cette loi a obligé les départements à financer à hauteur de 15% de ce que l'État aura donné par équivalent temps plein. Sans cette aide, pas d'entreprise. Une déception pour la trentaine de salariés, des chômeurs longue durée. Ils n'abandonnent pas pour autant. Ce projet, c'est l'espoir d'un nouveau départ. Je vais pouvoir me lever le matin et me coucher le soir en me disant « j'ai fait quelque chose, j'ai participé à la vie de la société, j'ai fait vivre une entreprise pour aider les plus démunis ». Ça, ma motivation, elle est là. On a tous le droit à l'emploi. L'emploi doit être un droit en France. Un droit revendiqué haut et fort, les porteurs d'Alternataf souhaiteraient modifier la loi, car au conseil départemental, c'est bien la contrainte du financement qui pose problème. Loin est nous l'idée de ne pas accompagner des personnes qui ont de telles volontés sur les territoires. Mais là, l'État nous contraint de ne plus être maître du destin de nos fonds. C'est-à-dire on rentre dans un dispositif qui nous bloque, on devient non plus un partenaire participant qui peut poser des questions, qui peut orienter ses fonds publics et choisir comment quel est le meilleur système pour aider les personnes. Ça nous oblige, on devient un partenaire obligé. Les soutiens, eux, restent mobilisés. Des négociations sont en cours au niveau national pour tenter de trouver un nouveau moyen de financement à ces structures. On va ouvrir à présent une page éducation avec tout d'abord cet établissement sartois classé parmi les plus défavorisés de France. Il s'agit du collège Costa Gavras-Saumont. Il figure à la 6e position des collèges de France et des départements et régions d'outre-mer les plus défavorisés. C'est un classement établi à partir des indices de position sociale, aussi appelés IPS. Ils sont étudiés via les professions et les catégories sociales des parents, d'élèves. Mais ce classement établit tout de même une moyenne. C'est une synthèse à tempérer donc. On va parler à présent éducation, religion et laïcité avec l'invité de notre journal. Ce soir, on reçoit Damien Fabre, journaliste et vulgarisateur de l'histoire des religions. Oui, l'ancien journaliste de la radio associative Radio Alpa arpente à présent les salles de classe et parle aussi sur différents réseaux sociaux. On parle de quoi? De religion, et pas d'une, mais de toutes les religions, car notre invité aborde ce sujet par le prisme des sciences sociales. Bonsoir Damien Fabre. Bonsoir Hélène. Merci d'être avec nous. Vous intervenez donc au collège Kennedy d'Allonne pour animer un atelier très régulièrement qui s'intitule Religion et laïcité. Pourquoi est-ce que c'est important de venir parler à ces jeunes collégiens qui ont entre 12 et 15 ans? Parce que moi je le constate déjà au quotidien dans mes activités de vulgarisateur sur TikTok, où il y a beaucoup de jeunes. Il y a un manque criant d'éducation aux faits religieux en France. Alors je le vois sur TikTok auprès des plus jeunes, mais je le constate aussi en règle générale auprès des adultes. On a très peu d'éducation aux faits religieux. En fait, si on ne le fait pas d'un point de vue laïque et confessionnel... Car c'est la particularité de votre atelier. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, je ne suis pas du tout pour faire du catéchisme. Hein. Je vais donner l'histoire et le dogme, les principales lignes de toutes les religions et le cadre de la laïcité. J'explique tout ça. Si on ne le fait pas nous, on laisse ça quelque part
aux religions qui le font elles-mêmes. Avec, bon, des fois ça peut très bien se passer, mais des fois ça peut aussi amener à certaines dérives. Et justement, ils vous questionnent, ces collégiens, j'imagine? Oui, tout à fait. Ils sont curieux, ils ont plein de questions. Justement, comme c'est la première année qu'on le fait, on a eu envie de le faire sur la base du volontariat pour tester. Et peut-être que l'année prochaine, on fera ça avec des élèves qui n'ont pas le choix ou c'est dans leur cursus. Voilà. Mais là, sur la base du volontariat, c'était forcément des élèves qui avaient plein d'envie, plein de questions, qui sont plein de curiosité. Donc c'est assez fantastique de ce point de vue-là. Et puis ils sont mélangés, c'est-à-dire, c'est pas pour les 6e, je crois, mais les 5e et les 3e, voilà, sont mélangés 5e, dans cet 4e, atelier. 3e, ensemble, on s'est dit qu'il fallait que ce soit transniveau, que ça les concernait tous et que justement ça pourrait être l'occasion de les sortir un petit peu de leur milieu avec où ils sont que avec leur classe d'âge et de pousser à l'échange comme ça avec d'autres élèves qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. Et quand on dit qu'on parle de toutes les religions, c'est aussi parfois aussi de pratiques pas forcément connues. On va penser aux principales religions pratiquées dans le monde, mais il y en a certaines aussi que peut-être certains jeunes découvrent sur les réseaux sociaux et que vous expliquez avec eux en cours. Oui, tout à fait. On n'a pas encore commencé ce point de l'atelier, mais oui, c'est prévu d'expliquer des religions plus minoritaires, comme par exemple le néopaganisme. J'ai récemment écrit un article pour Le Monde sur cette pratique religieuse. C'est quoi ? C'est le fait de vénérer les panthéons des dieux antiques. Donc actuellement sur TikTok, il y a toute une mode où de nombreux jeunes se mettent à poster qu'ils prient Athéna, Zeus, Poséidon, etc. Donc j'ai fait un article sur Le Monde sur ce sujet-là et c'est quelque chose que je compte aborder avec eux en classe, puisque l'idée c'est toujours de s'appuyer sur ce qu'on peut constater sur les réseaux sociaux et de faire un ping-pong, parce que je veux vraiment me confronter à ce que eux voient et à ce que eux connaissent pour que ça leur parle et que ce soit pas un cours magistral. Et justement, sur les réseaux sociaux, vous y êtes, notamment TikTok, 30 000 personnes vous suivent. On parle encore religion, votre pseudo, c'est Réligaré. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, c'est assez récent, d'investir ce réseau social pour y aborder cette thématique ? C'est vrai qu'avant, j'étais là sur YouTube, et puis mon beau-frère, qui est beaucoup plus jeune que moi, arrêtait pas de me dire « Ah, mais le truc, c'est TikTok, faut que tu y ailles ». Alors moi, j'ai résisté longtemps en me disant « Non, je suis vieux, je vais pas aller là-dessus ». Et puis au bout d'un moment, j'ai essayé, et première vidéo que je fais, 10 000 vues, bam. J'ai pas compris ce qui se passait. Ça capte. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai public sur TikTok pour ça, et que du coup, j'avais une vulgarisation qui parlait pas dans le vent, quoi. Parce que faire du contenu de vulgarisation pour 10 personnes, c'est moins intéressant. Le but, c'est de toucher des gens. Donc vraiment, sur TikTok, je suis en public, je suis en contact avec un public qui a cette appétence, qui a envie de ça, et surtout, il y a beaucoup de jeunes. Et c'est un public où c'est vraiment très intéressant de faire cette vulgarisation. C'est vous qui écrivez d'ailleurs tous ces contenus. Vous avez repris vos études, votre master à Bordeaux, c'est ça, pour justement pouvoir affiner. Et vous écrivez aussi pour d'autres youtubeurs, notamment un youtubeur qui est à Tours, c'est ça ? Oui, Nota Bene, je viens de sortir une vidéo pour lui lundi dernier. Sa vidéo qui est sortie sur le démon Baphomet, par exemple, c'est typiquement l'illustration de ce que je peux faire. Il fait une vidéo sur l'histoire de Baphomet, il me demande d'écrire le script, donc je fais la recherche, j'écris le script, et en fait, à travers mes recherches, je montre que ce qu'on pourrait avoir l'image de ce démon Baphomet, en fait, c'est une déformation totale d'autres trucs, et je débunk historiquement cette figure démoniaque pour montrer qu'à la base, ça vient juste d'une mauvaise prononciation du nom du prophète Mohammed. Et expliquer, c'est important, notamment pour dès le plus jeune âge. D'ailleurs, vous lancez un appel aux professeurs qui nous écoutent. Pour l'instant, c'est juste au Collège Kennedy d'Allonne que vous êtes présent. Ouais. Mais si d'autres enseignants veulent peut-être vous recevoir dans leurs cours pour justement faire de la vulgarisation de l'histoire des religions, c'est totalement possible. On peut vous contacter et le système peut être mis en place. Tout à fait. Sur mes réseaux Réligaré, on peut je suis sur toutes les plateformes, on peut TikTok, me trouver facilement. Voilà, c'est ça. Et en fait, on est dans une époque où c'est de plus en plus crispé, de plus en plus tendu les questions de religion, et justement, on a besoin de faire de la pédagogie et d'instaurer de la laïcité aussi dans cet enseignement-là, de faire ça via les sciences sociales et d'en parler de façon apaisée avec les jeunes. Donc vraiment, s'il y a des profs qui sont intéressés pour mettre en place ce genre d'action en Sarthe, je suis dispo pour ça. Réligaré est là. Merci beaucoup, Damien Fabre, d'être venu sur notre plateau. D'être venu sur notre plateau. On va prendre à présent des nouvelles de la petite Louison, Hélène. Oui, on vous en a régulièrement parlé dans notre journal. La jeune Sartoise avait une malformation à l'oreille. Je parle au passé puisque la jeune fille qui réside à Mézeray a été opérée aux États-Unis et depuis le 14 octobre dernier, elle a pu, avec ses parents, regagner son domicile. Malgré tout, la cagnotte pour son opération est toujours en cours. Ses parents recherchent encore des financements pour finir de tout payer. Ils étaient venus, vous le voyez sur ces images d'archives, sur notre plateau juste avant l'opération. Alors pour les aider, 2 spectacles caritatifs sont proposés les 19 et 20 novembre à la salle polyvalente de Mézeray. Un spectacle à découvrir avec au programme la compagnie Bizarre qui fait son cirque. On embrasse Louison et on en appelle à la générosité de nos téléspectateurs. La meilleure coiffeuse du monde, Hélène, vous savez quoi ?
Eh ben les Sartoises. C'est un sujet que vous adorez. En plus, Aurélie, on va parler cheveux, c'est votre spécialité. Elle s'appelle Laurine Linnet et a connu la consécration fin octobre à Helsinki, en Finlande. L'habitante de Noyen-sur-Sarthe, âgée de 22 ans, a remporté les WorldSkills, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques des métiers. Face à 24 concurrents, elle a été sacrée championne du monde de coiffure. Anthony Piton l'a rencontrée. Elle a des souvenirs plein la tête. Et quand elle revoit les images, Laurine Linnet a aussi des étoiles dans les yeux. Ça me rappelle tous les moments que j'ai vécus et c'est passé tellement vite que ça reprend au cœur. Ouais. C'est un petit pincement, un petit moment d'émotion, quoi. La Sartoise est rentrée de Finlande avec la plus belle des médailles. Le 24 octobre dernier, elle remportait la compétition mondiale des métiers, les WorldSkills internationaux. Pendant presque un an, c'est ici qu'elle s'est entraînée. Son ancienne chambre d'ado transformée en mini-salon de coiffure. Je travaillais du lundi au dimanche, en fait. Je mangeais, je dormais et je vivais coiffure, en fait. On a en tous 7 épreuves, donc du coup, il y a un maximum de choses à voir. Donc en fait, on essayait de travailler sur tout. Une longue préparation qui lui a donc rapporté l'or. Sa nouvelle médaille s'ajoute aux nombreuses autres récompenses déjà obtenues par la coiffeuse de 22 ans. Il y a eu les meilleurs apprentis de France, du coup, où c'est là que tout a commencé, le début d'une belle aventure. Ensuite, j'ai eu des championnats de France pour essayer d'intégrer du coup l'équipe de France de coiffure espoir. Et puis après, l'aventure WorldSkills a commencé par Caen en 2018. Pour moi, c'est un accélérateur de carrière. Et puis les WorldSkills, ça nous fait toucher à tout ce qui est possible et inimaginable en technique. Donc on prend énormément de compétences en fait, et il y a la rencontre humaine en fait. J'ai échangé avec énormément de professionnels auxquels j'aurais pas forcément rencontré si j'avais pas fait cette compétition-là en fait. Pour la suite, la championne a l'intention de se consacrer à la formation et à un poste à mi-temps dans un salon de coiffure. Mais la soif de médaille est toujours là. La coiffeuse en or espère un jour pouvoir prendre part au concours du meilleur ouvrier de France. Encore bravo à Laurine. Avant de se quitter, Hélène, on vous emmène dans un lieu chargé d'histoire, bien connu des Sartois. Oui, il s'agit de l'abbaye royale de l'Épau et il semblerait que ce monument cistercien n'ait pas fini de nous livrer tous ses secrets. Alors, des étudiants de l'école supérieure des géomètres et topographes du Mans réalisent des relevés. Alors, ils prennent des milliers et des milliers de photos afin de modéliser en 3D le bâtiment. Cela servirait pour des visites, mais aussi des historiens et puis aussi tout simplement pour garder une trace numérique. C'est aussi important à ce jour. Il se consacre à une seule pièce. Explication avec Lucie Daguerre au micro de Florent Wozniak. On travaille dans la sacristie et en fait notre but c'est de représenter par photogrammétrie la salle, donc la pièce et surtout les fresques qu'il y a dessus pour pouvoir les représenter et les modéliser. On a calculé, ça ferait entre 5 et 6 000 photos pour la pièce parce qu'on a mis une journée à faire une grande façade. Ils ont dit qu'une fois qu'ils avaient les photos, ils allaient essayer de retracer l'histoire des peintures, de savoir de quand elles datent, si elles ont été modifiées. Voilà, il y aura plein de travaux sur nos rendus en fait. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Hélène. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. À tout de suite.